De retour dans l'Africa Newsroom, nous avons un plateau toujours au complet avec nos éditorialistes Gracien Okindikizé, Jean-Marie Bitomo et Malika Cher. Rappelons-le, la ville de Grand Bassam en Côte d'Ivoire a été victime d'une attaque terroriste. C'était ce dimanche 13 mars. Cette attaque a coûté la vie à une vingtaine de personnes et blessé une trentaine d'autres. Mais au-delà du bilan humain particulièrement lourd, la stabilité économique de la région a également été touchée. Les hôtels de la cité balnéaire sont fermés et les activités commerciales tournent au ralenti. C'est un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Un drapeau rouge sur la plage pour interdit de se baigner parce que la mer est dangereuse. C'est tout le symbole de la plage de Grand Bassam, devenu un danger pour les personnes qui fréquentent les lieux. L'attaque terroriste a créé un désastre économique pour les hôtels de la destination privilégiée des touristes et des Abidjanais. Tous les établissements hôteliers ont fermé leurs portes. Les touristes sont partis. Il ne reste plus que les journalistes venus couvrir la première attaque terroriste sur le sol ivoirien. Pour l'industrie touristique de la région, c'est la catastrophe. La ville accueillait une bonne partie des 470 000 touristes étrangers enregistrés en 2014. L'État doit apporter une aide importante pour relancer les activités. Déjà créer des cadres de formation, des cadres stratégiques de développement d'activités après crise pour qu'on puisse évoluer. Et c'est sur ça que nous comptons. Aujourd'hui, on a eu un choc. Mais on est dans un pays où on est appelé à se développer et il faut que les Ivoiriens se disent que ce n'est pas ça qui va nous arrêter. On travaille, il faut qu'on continue à travailler, il faut que les gens continuent à vivre normalement leur vie, il faut que les gens continuent à profiter des week-ends à Bassam, à l'Étoile du Sud, il faut que les gens continuent à profiter de la ville historique de Grand Bassam. Les artisans installés dans les ruelles menant à la plage, les restaurants de bord de mer, les vendeurs à l'étalage, tous les opérateurs économiques sont sinistrés. Au marché de Grand Bassam, la vie semble reprendre son cours. Cependant, les commerçantes se plaignent de la baisse du chiffre d'affaires. Les choses ne marchent pas. Depuis que je suis venue, même on n'est rien payé encore. On veut rentrer. On a peur. On n'a rien payé, mais on veut rentrer. Ça marche pas. Depuis matin, ça marche pas, mais on se pas moi-même. Depuis matin, ils ont envoyé poisson, on ne paye pas. Le marché est dit, on ne sait pas en faire comment. Maintenant, ça marche un peu. On ne sait pas en faire comment. Les commerçants de Grand Bassam espèrent que la baisse des activités sera passagère. Même souhait de la part des innombrables hôtels et restaurants qui font la réputation de Grand Bassam, destination privilégiée des Ivoiriens et visiteurs en cas de dépaysement. Si les affaires ne reprennent pas rapidement à cause de la psychose, les terroristes auront réalisé ce que les balles de leur Kalachnikov n'ont pas réussi à faire, mettre à genoux l'économie de la ville de Grand Bassam. Malik, Grand Bassam, c'est un peu comme Sousse en Tunisie, des cités balnéaires réputées qui n'avaient pas besoin de ce genre d'attaque terroriste de masse. Oui, effectivement, et les terroristes ont voulu justement porter un frein justement à l'économie de la Côte d'Ivoire et semer la terreur et donc faire fuir les touristes, les investisseurs. C'est le but recherché des groupes terroristes, c'est là d'AQMI en l'occurrence. Et bon, cette attaque malheureuse est révélatrice d'une chose, c'est qu'il y a toujours cette présence d'Al-Qaïda, parce qu'on est focalisé sur Daesh, mais on est aussi en présence d'Al-Qaïda. On l'avait quasiment oublié, j'ai l'impression. Enfin, c'est cette impression qu'on a souvent, c'est qu'on est focalisé sur l'État islamique dit islamique, alors qu'il y a quand même ce deuxième groupe qui essaye d'être en compétition avec Daesh. Bon, il faut avoir une solidarité africaine. Le Maroc a offert ses services pour justement avancer dans cette enquête. Et donc, il y a cette coopération qui se met en place. J'espère que les services de sécurité vont davantage se coordonner pour limiter la menace terroriste. Mais la menace terroriste, malheureusement, elle est là en Afrique, mais elle est aussi partout dans le monde. Jean-Marie, un attentat, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire fait face à ce genre d'attentat terroriste de masse. Un seul attentat ne peut pas ébranler l'image stable de la Côte d'Ivoire. Je pense que les potentialités de la Côte d'Ivoire, du moins dans la dimension économique, ne peuvent pas être ébranlées par cet attentat-là. Tout simplement, pourquoi? Parce que la dynamique de la croissance est là. Et dans cette dynamique de la croissance-là, ce n'est pas une dynamique dans laquelle vous avez des hésitations. Parce que vous avez énormément d'investisseurs étrangers. L'investisseur regarde quoi? Il regarde son retour sur investissement. Si le retour sur investissement, si vous voulez, lui est garanti, à partir de là, vous avez un repli, si vous voulez, qui est ce qu'on appelle un repli stratégique, et l'investisseur revient parce que tout simplement, il sait que par rapport au potentiel de l'économie,
c'est pas grand-chose pour moi. J'ai pas trop peur pour la Côte d'Ivoire, mais c'est tout simplement la déstabilisation par rapport à la population dans la dimension psychologique des choses. Donc à partir de là, de mon point de vue, je pense que la Côte d'Ivoire a mis en place, si vous voulez, des plans qui se jouent surtout sur le long terme. Et je pense qu'en s'appuyant sur ces plans-là, tous les emprunts qui ont été faits sur le marché international contribuent à stabiliser, comment dirais-je, l'économie ivoirienne. Oui, Gratien, on parle là de la Côte d'Ivoire, locomotive de la CEDEAO, un pays qui a donc normalement les moyens financiers de se remettre de ce genre d'attentat. Oui, la Côte d'Ivoire a des moyens financiers pour se remettre. Il faut dire qu'il y a un découragement pour certains investisseurs. En ce cas, on a un pays qui connaît ce genre de choses. En général, au niveau de l'Afrique, les pays africains devaient aider. Il y a des pays qui sont spécialisés, par exemple, que ce soit pour le tourisme, on peut parler de l'Afrique du Sud, qui peut, par exemple, aider la Côte d'Ivoire à maintenir la sécurité au niveau des plages ou apporter la technologie afin que ce pays qui vient de, disons, qui a connu une guerre se relève qu'il n'y ait pas des attentats qui viennent entacher la réconciliation qui est en cours. Et 150 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'emprunt obligataire que le Sénégal va émettre. Ce sera le lundi 21 mars. Ce prêt aura une échéance de 7 ans avec un taux d'intérêt de 5,9%. Il servira à financer la réalisation d'infrastructures. C'est un sujet d'Oumo Keltsomba. Le Sénégal va émettre un emprunt obligataire d'un montant de 150 milliards de francs CFA, soit 254,17 millions de dollars le 21 mars. Ce prêt aura une échéance de 7 ans avec un taux d'intérêt de 5,9%. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest, dont l'économie repose majoritairement sur la pêche et l'agriculture, pourrait, selon les experts, redynamiser des secteurs tels que le tourisme ou l'industrie agroalimentaire. Ces domaines regorgent de potentiel économique énorme. Oui, le Sénégal s'est engagé dans son PSE pour le développement économique et social sur une dizaine d'années. Mais dans ce PSE, il y a un volet d'investissement prioritaire avec normalement des partenaires, mais le Sénégal doit financer à hauteur souvent de 60% de son PSE. Ce qui fait que, puisque nous sommes un pays sans ressources pétrolières, minières très fortes, le Sénégal n'a que sa fiscalité, en fait, pour participer à ce programme d'investissement de 10 000 milliards environ, je le rappelle. Au mois de février 2016, le Sénégal avait émis un emprunt obligataire de 30 milliards de francs CFA avec une échéance de remboursement de 2 ans. Le niveau d'endettement du pays étant encore raisonnable, les spécialistes préconisent une meilleure rationalisation des ressources financières pour éviter des problèmes de trésorerie. Si on regarde de près l'endettement du Sénégal qui se trouverait autour de 55% pour une moyenne autorisée de 70% du PIB, on peut se dire qu'effectivement le Sénégal dispose encore d'une marge pour emprunter. Moi, mon problème, c'est quelle est la capacité de remboursement du Sénégal. Si on se base seulement sur notre fiscalité, qui est la principale ressource du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes environ à 50 milliards de remboursements par mois. Si le Sénégal pousse et arrive à plus de 60 milliards de remboursements par mois, on risque d'avoir une trésorerie extrêmement tendue. Le Sénégal avait déjà mobilisé en 2015 près de 421,7 milliards de francs CFA sur le marché monétaire de l'UEMOA. Par ailleurs, cet appel public à l'épargne est le 8e depuis 2005. Le Sénégal avait déjà ainsi mobilisé un total de 550,8 milliards de francs CFA, dont 100 milliards par l'émission de titres de sukuk. Gratien, cette émission d'emprunt obligataire par le Sénégal, ce n'est pas la première fois, ça a été rappelé dans ce reportage. Est-ce un risque? C'est un risque, un pays très endetté. Il a parlé de 55%, mais en 2016, on va passer à 61%. Or, les pays de la sous-région, les pays de la zone se trouvent en général dans les 20-30%. Ce sont des pays qui ne sont pas très endettés, en général les pays de francs CFA. Et puis en plus, il faut rémunérer à 6,3%. Et on a un grand risque, surtout s'il ne s'agit pas de l'investissement, il s'agit d'un emprunt pour financer le déficit, pour fonctionner. Donc, il y a un problème qui s'oppose en général quand on emprunte pour fonctionner. Les pays
Je pense que les pays de la zone CFA ont des problèmes avec des problèmes monétaires. Mais en général, les autres pays recourent, disons, à des découvertes, au niveau de la Banque centrale, à des bons de trésor. Mais là, émettre les bons, disons, les emprunts obligataires pour le fonctionnement, il y a un problème qui va se poser. Jean-Marie, vous partagez le pessimisme de Gratien. Il y a un risque avec ces émissions d'emprunts obligataires qui ont le vent en poupe, pas seulement au Sénégal, mais un peu dans l'ensemble du continent africain. Sur l'ensemble du continent africain, Mireille, j'ai parlé sur ce plateau que les États africains doivent se méfier d'une chose, c'est de rentrer dans une économie de l'endettement. Il est vrai que quand on se lance dans le parcours de la croissance, c'est-à-dire les étapes de la croissance, on a besoin d'un endettement extérieur pour pouvoir financer ces investissements. Et c'est là où je suis d'accord avec Gratien, c'est que ces emprunts extérieurs-là ne doivent pas être une contrainte qui vont venir étouffer dans l'œuf, comment dirais-je, les capacités ou les potentialités de croissance du pays. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne consacre ça au budget de fonctionnement des différentes administrations que nous avons. Dès l'instant que c'est dirigé vers l'investissement, on sait très bien qu'il y a un retour sur investissement qu'on aura à un certain moment donné. Et j'ai peur, comment dirais-je, comme l'économiste nous l'a dit dans le reportage, c'est que le Sénégal n'a pas de potentialité, si vous voulez, en termes de ressources naturelles énormes pour pouvoir s'appuyer dessus. Donc, c'est effectivement un risque, comme Gratien vient de le souligner. On va passer aux chiffres du jour. 35 milliards de dollars. Les réserves de change de l'Algérie ont baissé de 35 milliards de dollars durant l'année 2015, s'établissant ainsi à 143 milliards de dollars à la fin de l'année dernière. Gratien, une réaction? C'est consécutif, disons, à ces problèmes des produits pétroliers. Les prix baissent et, disons, l'Algérie a bien géré l'argent bien avant parce qu'il y avait aussi des bons de trésor. Aux États-Unis, on parlait de 200 milliards de dollars. Je pense que c'est passager. C'est un pays qui n'est pas endetté. Et il s'agit des problèmes d'importation, d'exportation. Il suffit de limiter les importations pour produire plus. On a vu ce qui se passe avec la Russie. Au moment où il y a des sanctions, ils produisent plus. Donc, je pense que c'est une occasion pour l'Algérie d'essayer de produire ce que l'Algérie consomme plutôt que d'importer. Souvent, on a tendance, quand on a beaucoup de devises, d'importer seulement au lieu de faire un effort pour produire. Jean-Marie? Très intéressant, si vous voulez, ce que Gratien vient de relever, à savoir que l'Algérie, en fait, c'est une économie saine. Les problèmes de l'économie algérienne proviennent de quoi? Proviennent, comment dirais-je, de la non-diversification de l'économie. Quand on prend le Maroc se lance vers une voie de la diversification de son économie, alors que vous avez l'Algérie qui, malgré un potentiel beaucoup plus élevé que le Maroc, vous avez des stratégies, si vous voulez, de développement qui sont mises en place, qui sont des stratégies de développement à peu près bancales. Donc à ce niveau-là, que vous ayez une dégradation du solde, comment dirais-je, de la balance des finances publiques, c'est pas très grave parce que c'est consécutif à quoi? C'est consécutif à la baisse du prix du baril du pétrole sur le marché. Donc à partir de là, je pense que l'Algérie a un potentiel qui va permettre à l'Algérie, à une seule condition, c'est qu'on puisse rationaliser, comment dirais-je, la gestion interne de l'État algérien. Et l'Algérie a des capacités pour être très performant dans le domaine agricole. Donc, c'est maintenant qu'il faut lancer ces diversifications-là et faire attention aussi, comment dirais-je, aux exportations qui noient, comment dirais-je, des capacités internes de l'économie algérienne. Malik, très rapidement, je vais même vous rajouter un chiffre. Le déficit budgétaire du pays a presque doublé en 2015 en passant à 16% du PIB. Oui. Pour moi, c'est un résultat qui est inquiétant, mais bon, comme Gratien et Jean-Marie viennent de le souligner, l'Algérie a des potentialités, a les moyens de faire face à cette crise. Néanmoins, il faut attendre comment va se dérouler le cours du baril, le cours du pétrole, parce qu'on ne sait pas, c'est un produit très volatile. La tendance va être haussière. Les experts disent ça. Les experts disent, on verra bien, mais le baril a atteint un plancher de $20. Je ne pense pas qu'il franchira la barre des $20. Il est voué son prix est voué à augmenter. Néanmoins, il y a un changement de mentalité actuellement en Algérie. On essaye de rationaliser les dépenses, on essaye de faire très attention à l'argent public. Il y a un emprunt national qui va être mis en place. On verra les modalités de cet emprunt national. Donc, on essaie d'avoir recours à la dette interne et d'éviter la dette externe, ce qui est une bonne chose. Néanmoins, il faudra voir comment cela va être mis en place. L'Algérie a des formidables atouts dans le domaine agricole.
Elle a 1 million d'hectares qui est en jachère et elle peut les utiliser et devenir un très grand exportateur dans ce domaine-là. Merci Malik. Merci Amira, à bientôt. Merci à vous Jean-Marie. Merci Amira et bonsoir à tous les téléspectateurs et nos téléspectatrices. Et merci à vous Gratien. Merci Amira, bonsoir à tous. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain en cette semaine toujours consacrée à la place de la femme dans nos sociétés africaines. Merci de nous avoir suivis et à demain.